100 ans après la disparition d'un alpiniste britannique lors d'une expédition sur l'Everest, des grimpeurs semblent avoir retrouvé sa dépouille. Il s'agit d'Andrew Irvine, disparu avec le célèbre explorateur George Mallory, dont le corps a été retrouvé en 1999. Pendant un siècle, le plus haut sommet du monde a gardé des secrets que les scientifiques ne peuvent expliquer et des mystères que les alpinistes n'osent pas évoquer. Sur ces pentes gelées, des corps demeurent figés comme si le temps s'était arrêté. Des voix étranges résonnent sous la glace et des empreintes inexpliquées apparaissent là où aucun être humain ne devrait pouvoir marcher. Puis, en 2024, la fonte des glaciers a enfin révélé quelque chose qui était resté caché pendant un siècle. De quoi bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur les réalisations humaines. Un mystère enfoui sous la glace. Le mont Everest culmine à 898 mètres d'altitude, le point le plus élevé de la Terre. C'est un lieu où l'air ne contient qu'un tiers de l'oxygène présent au niveau de la mer et où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. La montagne se dresse à la frontière entre le Népal et le Tibet, et les Sherpas, peuple autochtone, l'appellent Chomolungma, ce qui signifie « déesse mère du monde ». Ils croient que la montagne est une divinité vivante, capable à la fois de bénir et de détruire ceux qui osent gravir ses pentes. Depuis des décennies, les livres d'histoire nous apprennent que Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay furent les premiers hommes à atteindre le sommet, le 29 mai 1953. Mais si ce n'était pas tout à fait vrai, et si deux hommes avaient atteint le sommet près de 30 ans plus tôt et que la montagne leur avait simplement refusé l'accès? George Herbert Lee Mallory naquit en 1886 dans le Cheshire, en Angleterre. Alpiniste de talent, il était aussi un érudit qui obtint une bourse de mathématiques à l'âge de 13 ans et étudia plus tard à l'université de Cambridge. Parmi ses amis figuraient quelques-uns des esprits les plus brillants de sa génération, dont le célèbre économiste John Maynard Keynes. Mais la véritable passion de Mallory était la montagne. Il commença l'alpinisme à 18 ans et s'imposa rapidement comme l'un des alpinistes les plus talentueux de son époque. Mallory aperçut l'Everest pour la première fois en 1921, lors d'une expédition de reconnaissance britannique. Il cartographia les voies d'accès à la montagne et devint le premier occidental à contempler son versant ouest. C'est au cours de cette expédition qu'il prit conscience d'une chose essentielle. À de telles altitudes extrêmes, les alpinistes avaient besoin d'oxygène supplémentaire pour survivre. L'air était tout simplement trop raréfié pour que le corps humain puisse fonctionner normalement. Andrew Common Irvine, plus connu sous le nom de Sandy, était un homme à part. Né en 1902, il n'avait que 22 ans lorsqu'il rejoignit l'expédition de 1924. Il n'avait pratiquement aucune expérience de l'alpinisme, mais possédait un don remarquable pour la mécanique. Sandy était capable de tout réparer. Lorsque l'appareil à oxygène tomba constamment en panne, Sandy repensa l'ensemble du système, le rendant plus léger et plus fiable. Mallory considéra cette compétence comme essentielle pour atteindre le sommet et choisit Sandy comme compagnon d'ascension malgré son inexpérience. Le 8 juin 1924, Mallory et Irvine partirent de leur camp d'altitude, situé à environ 870 mètres. Ils transportaient des bouteilles d'oxygène modifiées et portaient plusieurs couches de vêtements en laine et en coton. Les alpinistes modernes utilisent des combinaisons en duvet et des vestes en Gore-Tex. Mallory et Irvine, eux, portaient du tweed et de la soie. À 12h50, le géologue Noel Odell gravissait la montagne en contrebas lorsque les nuages se dissipèrent soudainement. Il leva les yeux et aperçut deux minuscules silhouettes noires se détachant sur la neige, progressant régulièrement vers le sommet.
Odell écrivit plus tard qu'elle semblait progresser avec vigueur vers le sommet. Puis, les nuages se sont de nouveau épaissis, et George Mallory et Sandy Irvine n'ont plus jamais été revus vivants. Le lendemain matin, une équipe de recherche a trouvé leur camp vide. Le seul indice était 2 sacs de couchage disposés en forme de T. Aucun corps, aucune note, aucune explication. Pendant 75 ans, leur sort est resté l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'exploration. Puis, en 1999, une expédition américaine menée par Conrad Anker a fait une découverte stupéfiante. À 860 mètres d'altitude, sur la face nord, Anker aperçut une forme blanche sur la roche grise. C'était le corps de George Mallory, gelé et préservé par le froid extrême, gisant face contre terre comme s'il s'était simplement allongé pour se reposer. Sa jambe droite était cassée. Une corde d'escalade était encore enroulée serrée autour de sa taille, suggérant une chute alors qu'il était encordé à son partenaire. Ses lunettes de ski étaient dans sa poche et non sur son visage, indiquant probablement une descente de nuit. Mais le détail le plus troublant était ce qui manquait. Avant de partir pour le sommet, Mallory avait promis à sa femme Ruth qu'il laisserait sa photo au sommet de l'Everest. Il l'avait soigneusement glissée dans sa poche intérieure. Lorsque l'équipe de recherche a examiné son corps, la photo avait disparu. Mallory a-t-elle atteint le sommet et laissé la photo de Ruth au point culminant de la Terre, avant que la catastrophe ne survienne lors de la descente? Seul l'appareil photo qu'elle transportait permettrait d'en être certaine. Les experts de Kodak ont indiqué que la pellicule pourrait encore être développée, même après un siècle passé dans la glace. Puis, 20 septembre 2024, une équipe de National Geographic, menée par le cinéaste Jimmy Chin, explorait le glacier central de Rongbuk lorsqu'elle aperçut quelque chose émergeant de la glace fondante. Une botte en cuir à semelle cloutée. À l'intérieur, un pied humain. À l'intérieur de la chaussette, brodée de fils rouges, figuraient les initiales A.C. Irvine. 100 ans après sa disparition, Sandy Irvine avait été retrouvée. Sa petite nièce, Julie Summers, a confié avoir été très émue. Cette découverte prouve qu'il a chuté le long de la face nord. Ses restes ont été retrouvés bien plus bas que le corps de Mallory. Mais l'appareil photo qui pourrait changer la donne demeure perdu quelque part sur la montagne, attendant d'être retrouvé. La montagne avait gardé Sandy Irvine cachée pendant un siècle, mais elle n'avait pas fini de révéler ses secrets. Les alpinistes qui s'aventurent dans les plus hauts sommets de l'Everest ont rapporté des rencontres bien plus étranges que des corps gelés. Des rencontres avec des figures qui ne devraient pas exister et des voix qui semblent surgir de nulle part. L'esprit de la montagne. Pemba Dorje Sherpa est l'un des alpinistes les plus rapides à avoir atteint le sommet de l'Everest. En mai 2004, il a réalisé une ascension record du camp de base au sommet. 3 jours plus tard, lors de sa descente dans la zone de la mort, il vécut une expérience qui changea à jamais sa perception de la montagne. Alors que Pemba s'arrêtait pour se reposer près d'un amas de rochers, des ombres obscures commencèrent à se matérialiser autour de lui. Il s'agissait de silhouettes humaines qui tendaient les mains vers lui, comme pour implorer son aide. Pemba est convaincu qu'il s'agissait des esprits d'alpinistes morts, en tentant d'atteindre le sommet, leurs âmes prisonnières de la montagne, car leurs corps n'ont jamais reçu de sépulture digne. Avec plus de 200 corps gelés sur l'Everest, les Sherpas affirment que la montagne est hantée par des âmes errantes. Les scientifiques ont des explications à ces apparitions. En altitude extrême, le cerveau reçoit si peu d'oxygène qu'il commence à dysfonctionner. Le taux d'oxygène dans le sang peut chuter à seulement 40% de la normale, un niveau comparable à celui de patients en fin de vie. Hallucinations, confusion et perceptions altérées sont fréquentes, mais les expériences rapportées sur l'Everest suivent des schémas difficiles à expliquer par une simple privation d'oxygène. Des alpinistes de différentes expéditions,
de nationalités et d'époques diverses ont décrit des expériences remarquablement similaires. Ils rapportent avoir ressenti des présences invisibles, des contacts inexplicables sur leur peau, des lumières sans source apparente et des voix prodiguant conseils ou avertissements. Les scientifiques appellent ce phénomène le « facteur du troisième homme », en référence à un passage du célèbre poème de T.S. Eliot, « La Terre vaine ». Ce phénomène a été décrit pour la première fois par Ernest Shackleton lors de sa traversée désespérée de l'Antarctique en 1915. Shackleton et 2 compagnons luttaient contre la glace lorsqu'ils furent tous 3 convaincus qu'une 4e personne marchait avec eux. Or, cette 4e personne n'existait pas. Sur l'Everest, la présence d'un 3e homme est apparue à maintes reprises. En 1933, l'alpiniste Frank Smythe atteignit seul les quelques 800–500 mètres d'altitude après le rebroussement de ses compagnons. Il écrivit plus tard avoir éprouvé la forte impression d'être accompagné d'une seconde personne tout au long de son ascension en solitaire. Ce sentiment était si intense qu'à un moment donné, Smythe cassa sa barre de chocolat en 2 et se tourna pour en offrir un morceau à son compagnon invisible avant de réaliser qu'il n'y avait personne. Mais la rencontre la plus remarquable avec un 3e homme eut lieu le 24 septembre 1975, lorsque l'Écossais Dougal Haston et le Britannique Doug Scott devinrent les premiers à atteindre le sommet de l'Everest par la dangereuse face sud-ouest. Ils y parvinrent à 6 heures du soir, au coucher du soleil, ce qui les confronta à un véritable cauchemar. Ils allaient en devoir passer la nuit dans la zone de la mort. Sans tente, sans sac de couchage, avec presque plus d'oxygène et sans nourriture, Haston et Scott creusèrent une grotte peu profonde dans la neige, juste en dessous du sommet sud, à environ 850 mètres d'altitude. C'était le bivouac de survie le plus haut jamais tenté. La température chuta brutalement. Doug Scott dut enlever ses bottes et glisser ses pieds sous les aisselles de Dougal pour éviter les engelures. Les heures s'éternisaient et les 2 hommes prirent conscience de l'impossible. Une autre personne se trouvait avec eux dans la grotte de neige. Ils ne pouvaient pas voir cette présence, mais ils la sentaient. Cette entité rayonnait de chaleur et de bienveillance. Puis la voix se fit entendre, prodiguant des paroles d'encouragement et des conseils pratiques pour survivre jusqu'au matin. Un immense soulagement les envahit lorsqu'ils comprirent qu'ils n'allaient finalement pas mourir. Miraculeusement, ils passèrent la nuit sans perdre un seul orteil à cause des engelures. D'autres alpinistes ont rapporté des expériences similaires et considèrent désormais ce mystérieux protecteur comme l'ange gardien de l'Everest. Et puis, il y a les bruits. À la nuit tombée sur l'Everest, la montagne s'anime de sons qui terrifient alpinistes et populations locales depuis des générations. Des craquements stridents et des explosions retentissantes résonnent entre les sommets, parfois si forts qu'il est impossible de dormir. Pour les habitants, la montagne semble vivante et en colère, cherchant à se faire entendre. Les scientifiques ont expliqué l'origine de ces bruits. Lorsque le soleil se couche et que les températures chutent, la glace glaciaire se contracte rapidement. D'immenses fissures se forment et d'énormes blocs de glace se détachent de hauteurs vertigineuses et dévalent la montagne. Mais connaître l'explication scientifique ne rend pas l'expérience moins terrifiante. Les alpinistes racontent qu'allongés dans leur tente, ils entendaient la montagne gémir et se briser autour d'eux, sachant qu'un éboulement de glace pouvait les ensevelir à tout instant. Les grondements de la fureur de l'Everest ont coûté la vie à de nombreuses personnes au fil des ans. Mais la zone la plus dangereuse de la montagne se situe hors de portée des avalanches et des chutes de glace, là où l'air lui-même devient toxique et où les morts restent là où ils sont tombés, la zone de la mort. À 8-2 mètres d'altitude, les alpinistes pénètrent dans ce que l'on appelle la zone de la mort. Il ne s'agit pas d'un surnom sensationnaliste inventé par les journalistes,
mais d'une description clinique d'un lieu où le corps humain ne peut survivre longtemps, aussi en forme et expérimenté soit l'alpiniste. Dans la zone de la mort, la pression atmosphérique chute tellement que chaque respiration ne fournit qu'un tiers de l'oxygène disponible au niveau de la mer. L'organisme ne peut s'acclimater à ces conditions et, par conséquent, commence à dépérir. Le rythme cardiaque s'emballe jusqu'à 140 battements par minute, augmentant considérablement le risque d'AVC. Le système digestif se bloque, provoquant une perte de poids rapide et une fonte musculaire. Les fonctions cérébrales sont gravement altérées, entraînant confusion, hallucination et une altération catastrophique du jugement. Même avec de l'oxygène d'appoint, les alpinistes ne peuvent survivre que 16 à 20 heures dans la zone de la mort. Depuis le début de l'ascension de l'Everest, au moins 344 personnes y ont perdu la vie. Plus de 200 de leur corps reposent encore là où ils ont chuté, monument glacé à l'ambition et à la mortalité. Récupérer un corps dans la zone de la mort coûte entre 60 et 50 $ et nécessite des équipes de Sherpas transportant oxygène et matériel sur un terrain où chaque pas peut être fatal. Le corps le plus célèbre de l'Everest est celui de Tsawang Paljor, un alpiniste indien mort dans une tempête de neige le 10 mai 1996. Sa dépouille a été retrouvée dans une petite grotte calcaire à 850 mètres d'altitude sur l'arête nord-est. Il était identifiable à ses chaussures d'alpinisme vert vif caractéristiques. Pendant près de 20 ans, pratiquement tous les alpinistes qui approchaient du sommet par le nord devaient passer juste à côté de sa dépouille. Nombre d'entre eux devaient enjamber ses jambes pour poursuivre leur ascension. Ces bottes vertes, comme on l'appelait désormais, servaient de macabres repères. Les alpinistes utilisaient son corps comme point de repère pour évaluer leur proximité avec le sommet. On estime que 80% d'entre eux s'arrêtaient pour se reposer précisément à l'endroit où ils gisaient, car la grotte offrait un abri contre le vent. En 2014, une expédition chinoise a finalement déplacé sa dépouille dans un endroit moins visible et l'a recouverte de pierres. Près de Green Boots se trouve une région appelée Vallée Arc-en-Ciel, et son nom est l'une des ironies les plus cruelles qui soient. De loin, la vallée Arc-en-Ciel paraît magnifique, une explosion de couleurs vives sur la neige blanche. De près, ces couleurs se révèlent être les rouges, bleus, verts et jaunes délavés des combinaisons de descente portées par les morts. Le froid extrême empêche la décomposition, si bien que les corps et leurs vestes colorées restent visibles pendant des décennies. L'une des victimes les plus tragiques de l'Everest fut Maurice Wilson, un Anglais qui tenta l'ascension en solitaire en 1934. Wilson n'était pas alpiniste. Vétéran de la Première Guerre mondiale, il avait été grièvement blessé et souffrait de douleurs chroniques depuis des années. En 1932, il connut ce qu'il considérait comme une guérison miraculeuse grâce à un jeûne de 35 jours associé à une prière intense. Cet événement le convainquit que la foi pouvait tout accomplir. Wilson conçut un plan audacieux. Il prévoyait de se rendre au Tibet en petit avion, de le faire atterrir en catastrophe sur les pentes supérieures de l'Everest, puis de gravir le sommet à pied. Le fait qu'il ne sache ni piloter ni escalader ne semblait pas avoir d'importance à ses yeux. Incroyablement, Wilson apprit à piloter seul, acheta un petit biplan et parvint à rejoindre l'Inde malgré les tentatives des autorités britanniques pour l'en empêcher. Lorsque son avion fut saisi, il se déguisa en moine bouddhiste et entreprit un long périple au Tibet. Sa dernière entrée de journal se résume ainsi. En route pour une magnifique journée. Son corps a été retrouvé l'année suivante au pied du glacier Nord. Des alpinistes l'ont enterré à plusieurs reprises, mais sa dépouille réapparaît régulièrement au gré des mouvements du glacier. Aucun décès n'a peut-être suscité autant de controverses que celui de David Sharp en 2006. Il est mort dans la grotte de Green Boots,
sous le regard d'une quarantaine d'alpinistes qui sont passés sans lui porter secours. Ses derniers mots à un Sherpa furent mortes. « Je m'appelle David Sharp, je travaille pour Asian Trekking et je veux juste dormir. » Sir Edmund Hillary était furieux en apprenant l'incident, déclarant que l'attitude générale envers l'ascension de la montagne était devenue effroyable et que les gens ne pensaient qu'à atteindre le sommet sans se soucier des personnes en détresse. La zone de la mort fauche chaque année des vies à cause du froid, du manque d'oxygène et de l'épuisement. Mais certains alpinistes ont découvert que la montagne recèle des dangers insoupçonnés. Des dangers qui ne viennent pas des éléments, mais de ceux-là même à qui ils avaient confié la mission de les guider jusqu'au sommet. Lorsque les gardiens de la montagne attaquent Hintsuan, la plupart des personnes qui gravissent l'Everest rêvent d'une expérience spirituelle. Elles s'imaginent s'élever à travers les nuages vers le ciel, se tenant au point culminant de la Terre. Ce à quoi elles ne s'attendent pas, c'est la violence. Le 27 avril 2013, l'Everest fut le théâtre de ce que les journaux qualifièrent de plus grande rixe de l'histoire. 3 alpinistes européens se retrouvèrent encerclés par une centaine de Sherpas furieux, armés de pierres et de bâtons. Ils furent battus, roués de coups et menacés de mort. Sans l'intervention d'une courageuse Américaine, ils n'auraient peut-être pas survécu. Les Européens impliqués étaient Simone Moro, alpiniste italien réputé pour ses ascensions hivernales de sommets de plus de 80 mètres, Willy Steck, alpiniste suisse surnommé la « machine suisse », et Jonathan Griffith, photographe britannique. Le conflit a éclaté lors de l'ascension de la face du Lhotse, alors qu'une équipe de Sherpas installait des cordes fixes pour des expéditions commerciales. La pose de cordes fixes est un travail dangereux qui exige une concentration totale, et les Sherpas avaient signalé par radio que personne ne devait grimper pendant leurs travaux. Les récits divergent quant à la suite des événements. Les Sherpas ont accusé les Européens de leur avoir jeté de la glace dessus. Des mots durs furent échangés. 5 minutes après le retour des Européens à leur tente, une foule d'une centaine de Sherpas s'était rassemblée. Des pierres volaient dans les airs, frappant Steck au visage. Des coups de poing et des coups de pied ont fusé. Quelqu'un a lancé un couteau. Les Sherpas ont crié « Maintenant, on va te tuer !» L'alpiniste américaine Melissa Arnott leur a sauvé la vie en s'interposant physiquement entre les Sherpas et les Européens. Ayant gravi l'Everest à 6 reprises, Arnaud connaissait bien la culture Sherpa et savait que les Sherpas ne s'en prendraient jamais à une femme. Moreau fut contraint de présenter ses excuses à genoux, et les Européens eurent 1 heure pour quitter les lieux. Pour comprendre comment cette confrontation a pu dégénérer si rapidement, il faut comprendre la culture Sherpa et leur relation avec le Chomolungma. Les Sherpas ne sont pas de simples guides alloués. Il s'agit d'un groupe ethnique vivant à des altitudes extrêmes depuis 500 ans. Leur organisme a développé des adaptations remarquables à l'air raréfié, notamment une variante génétique qui permet à leur sang de transporter l'oxygène plus efficacement. Mais leur lien avec l'Everest dépasse le simple cadre physiologique. Ils croient que la montagne abrite Myolang Sangma, la déesse bouddhiste de la générosité inépuisable. Avant chaque ascension, les Sherpas accomplissent une puja, une cérémonie où un lama bouddhiste bénit l'expédition en lui offrant des gâteaux de fleurs, du beurre de yak et des feuilles de genévrier enflammées. La pose de corde fixe est considérée comme un acte sacré. Les Européens furent perçus comme ayant manqué de respect aux travailleurs et à la déesse elle-même. La rixe de 2013 révéla des tensions qui s'accumulaient depuis des décennies. Les Sherpas transportent de lourdes charges à travers la périlleuse cascade de glace du Khumbu à plusieurs reprises, tandis que les clients ne la traversent que 2 fois. Ils gagnent beaucoup moins tout en prenant des risques bien plus importants. Le 18 avril 2014, une avalanche dans la cascade de glace a tué 16 Sherpas, l'accident le plus meurtrier de l'histoire.
Face à la maigre compensation proposée par le Népal, les Sherpas ont boycotté toute la saison. Le Sherpa alpiniste le plus accompli est Kami Rita, qui a gravi l'Everest à 31 reprises. Un exploit stupéfiant. Né dans le même village que Tenzing Norgay, il détient le record du nombre de sommets de plus de 80 mètres gravis, soit 42 ascensions au total. Les Sherpas protègent leurs montagnes sacrées depuis des générations, mais ils ne sont pas les seuls êtres mystérieux qui, selon la légende, habitent ces flancs. En 1951, des alpinistes découvrirent dans la neige des empreintes qui n'appartenaient à aucun animal connu. Des empreintes qui laissaient supposer la présence d'une créature gigantesque qui les observait depuis les hauteurs. Les empreintes du Yéti et les créatures de l'Everest. Le 8 novembre 1951, les alpinistes britanniques Eric Shipton et Michael Ward exploraient le glacier Menlong à environ 15,0 pieds d'altitude lorsqu'ils aperçurent quelque chose d'extraordinaire. Une série d'empreintes traversait la neige devant eux, mais elles ne ressemblaient à aucune trace humaine ou animale connue. Longues d'environ 30 cm, elles étaient 2 fois plus larges qu'un pied humain. On y distinguait nettement un gros orteil, plus large et plus court que les autres, entouré de 4 ou 5 orteils plus petits. L'équipe suivit les traces sur environ 1,5 km le long du glacier. Shipton ne disposait d'aucun instrument de mesure. Il plaça donc le pied botté de Ward à côté d'une des empreintes et prit une photo comparative. Ces photographies, publiées pour la première fois dans le Times de Londres, devinrent la preuve la plus célèbre de l'existence du Yéti jamais recueilli. Ce jour-là, Shipton et Ward voyagèrent avec un jeune Sherpa nommé Tenzing Norgay, qui deviendrait 2 ans plus tard le premier homme à atteindre le sommet de l'Everest. Tenzing identifia les empreintes comme étant celles d'un Yéti. Dans son autobiographie, il déclara qu'il pensait que le Yéti était un grand singe. Il n'en avait jamais vu lui-même, mais son père avait aperçu un Yéti à 2 reprises. Quelle que soit la créature qui avait laissé ses empreintes, elle avait marché pieds nus dans la neige à une altitude où la chair humaine aurait été instantanément gelée. Elle était bipède et gigantesque. L'étude scientifique la plus approfondie date de 2017, lorsque la docteure Charlotte Lindquist a analysé 9 spécimens présumés de Yéti, collectés dans l'Himalaya. 8 échantillons provenaient d'ours et 1 d'un chien, mais l'étude a révélé que les ours bruns de l'Himalaya ont divergé de tous les autres ours il y a 650 ans. Extrêmement rares et presque jamais aperçus par l'homme, il n'en reste pas moins un mystère. Eric Shipton a recueilli des échantillons de fourrure près des empreintes qui ne correspondaient à aucun animal connu, et les alpinistes continuent de signaler d'étranges rencontres dans le Haut-Himalaya. Ce qui est certain, c'est que l'Everest abrite la vie dans des endroits où elle ne devrait pas exister. L'animal qui y vit en permanence à la plus haute altitude est l'araignée sauteuse de l'Himalaya, observée à 600 mètres. Ces minuscules araignées survivent en chassant les insectes emportés par le vent. Les oies à tête barrée accomplissent l'une des migrations les plus extrêmes de la nature, traversant l'Himalaya à plus de 70 mètres d'altitude en seulement 7 heures. Les léopards des neiges rôdent sur les pentes inférieures, et les ours noirs de l'Himalaya occupent un territoire près du pied d'eau de la montagne. Mais la découverte la plus étrange sur l'Everest n'a rien à voir avec de mystérieuses empreintes ou une faune improbable. Elle concerne les rochers du sommet, des rochers qui renferment les restes fossilisés de créatures ayant jadis nagé dans une mer tropicale. Les secrets du sommet. En 1953, lorsqu'Edmund Hillary atteignit le sommet de l'Everest, il préleva des échantillons de roches calcaires. Des analyses en laboratoire révélèrent plus tard une chose étonnante.
Ces roches contenaient des fossiles de créatures marines ayant vécu il y a entre 520 et 443 millions d'années. Trilobites, crinoïdes et minuscules organismes ressemblant à des crevettes. Le point culminant de la Terre toujours est constitué des corps d'animaux ayant vécu au fond d'un océan ancien. Cette découverte témoigne de la tectonique des plaques à l'œuvre sur des échelles de temps presque inconcevables pour l'esprit humain. Il y a environ 200 millions d'années, tous les continents étaient réunis en un supercontinent appelé Pangée. Un vaste océan tropical, la mer de Tétis, séparait les masses continentales du nord et du sud. Le fond de cet océan a accumulé des couches de sédiments et les restes d'innombrables organismes marins. Il y a environ 130 millions d'années, l'Inde a commencé à se détacher et à dériver vers le nord. Elle a parcouru plus de 60 km sur des dizaines de millions d'années. Puis, il y a environ 50 millions d'années, l'Inde est entrée en collision avec l'Asie. La collision a provoqué le plissement et le soulèvement de la croûte terrestre, repoussant le fond océanique jusqu'à ce que des roches autrefois immergées sous les eaux tropicales se retrouvent au sommet de la Terre. L'Everest continue de s'élever aujourd'hui, d'environ 5 mm par an. Une bande rocheuse caractéristique, appelée la bande jaune, est visible près du sommet. Une couche de 60 mètres d'épaisseur renferme des vestiges marins. La montagne recèle d'autres secrets, notamment des expéditions effacées des archives officielles. Fin 1952, la presse fit état d'une expédition soviétique secrète qui tenta l'ascension de l'Everest par le nord. 35 alpinistes auraient établi des camps jusqu'à 8230 mètres d'altitude avant qu'une avalanche n'en tue 6. Les autorités russes et chinoises ont nié l'existence de cette expédition. La plupart des historiens pensent qu'il s'agissait d'un canular élaboré, mais des corps sont effectivement retrouvés sur l'Everest sans explication. En 2017, des Sherpas, à la recherche d'un alpiniste slovaque décédé, ont découvert 4 autres corps dans une tente du camp 4. Aucun alpiniste n'avait été porté disparu cette année-là. Les corps n'ont jamais été identifiés. La montagne continue de révéler ses morts au fur et à mesure que la glace recule, mais elle continue aussi de faire de nouvelles victimes, parmi lesquelles figurent un certain des alpinistes les plus chevronnés de tous les temps. Les tragédies finales de l'Everest. Willy Steck, surnommé la « machine suisse », en raison de ses capacités d'alpinisme quasi surhumaines, est né en 1976 et gravissait déjà des voies extrêmement difficiles à l'âge de 17 ans. Il a établi des records de vitesse qui semblaient impossibles, notamment l'ascension de la redoutable face nord de l'Eiger en 2 heures et 22 minutes. Il a remporté à 2 reprises le prestigieux Piolet d'or et a été nommé aventurier de l'année par National Geographic. En avril 2017, Steck s'est rendu à l'Everest avec un objectif ambitieux. Il prévoyait d'escalader l'Everest et le Lhotse voisin sans oxygène supplémentaire. Le 30 avril, il est parti seul s'acclimater au Noptse. Il a été aperçu pour la dernière fois à environ 300 mètres du sommet. Il a ensuite fait une chute mortelle d'environ 0 mètre. Les causes de sa chute restent inconnues. Ses compagnons d'escalade étaient trop éloignés pour voir ce qui s'est passé. Marco Siffredi était un snowboarder français célèbre pour ses exploits. Le 23 mai 2001, il est devenu le premier homme à descendre l'Everest en snowboard par le couloir Norton en environ 2 heures. Mais Siffredi n'était pas satisfait. Son véritable objectif était le couloir Hornbein, plus escarpé, une voie jamais descendue. En septembre 2002, Siffredi atteignit le sommet après 13 heures d'ascension. Malgré les avertissements des Sherpas concernant le changement de météo et son épuisement, il s'élança dans le couloir Hornbein avec son snowboard. Les Sherpas qui l'observaient d'en bas le perdaient régulièrement de vue dans les nuages. Puis,
ils aperçurent au loin une silhouette se lever et glisser silencieusement le long de la montagne. On ne revit jamais Marco Siffredi. Les équipes de recherche n'ont trouvé aucune trace de lui. Son corps repose toujours quelque part sur l'Everest, parmi plus de 200 dépouilles, prises dans les glaces de la montagne. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Entre 7 et 8 personnes ont perdu la vie en 2023, ce qui en fait l'une des saisons les plus meurtrières jamais enregistrées. Parallèlement, la montagne est confrontée à une crise environnementale. Chaque saison d'alpinisme, des milliers de visiteurs génèrent jusqu'à 12,0 kg de déchets humains. Depuis 2019, les campagnes de nettoyage menées au Népal ont permis de retirer plus de 110 tonnes de déchets. Mais le problème ne cesse de s'aggraver. Le changement climatique transforme l'Everest au point de le rendre bientôt méconnaissable. Le glacier South Col a perdu plus de 54 mètres d'épaisseur en 25 ans. Les scientifiques préviennent que le plus haut glacier pourrait disparaître d'ici le milieu du siècle. La fonte des glaces entraîne la découverte de nombreux corps. De nouvelles réglementations, entrant en vigueur en 2025, imposent le port de traceurs GPS à tous les alpinistes et interdisent l'ascension en solitaire des sommets de plus de 80 mètres. Les alpinistes doivent désormais avoir gravi un sommet de plus de 70 mètres avant d'obtenir un permis pour l'Everest. Pourtant, chaque printemps, des centaines de nouveaux alpinistes arrivent au camp de base. Ils foulent le même terrain où Maurice Wilson est mort, serrant son journal contre lui, où David Sharp est mort de froid sous le regard des alpinistes, où Marco Siffredi s'est volatilisé. Ils traversent toute la zone de la mort où gisent plus de 200 corps gelés. Ils gravissent la vallée Arc-en-Ciel, où les manteaux colorés des défunts forment une mosaïque macabre. Ils poursuivent leur ascension vers le sommet, où des fossiles marins témoignent de la puissance inimaginable du temps géologique. L'Everest nous a révélé bien des secrets au cours du siècle dernier. Mais le plus grand mystère demeure peut-être celui de notre ascension incessante. Selon vous, qu'est-il réellement arrivé à Mallory et Irvine? Croyez-vous aux histoires d'anges gardiens et de rencontres fantomatiques et pensez-vous qu'elles puissent avoir une explication scientifique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.